Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va plonger dans les ténèbres les plus épaisses de l'histoire criminelle américaine. Aujourd'hui, Thomas, on s'attaque à un monument. On s'attaque à l'affaire qui a littéralement défini le genre du true crime tel qu'on le connaît aujourd'hui. On part à Los Angeles en 1947. Bonjour Sarah. Effectivement, on ne peut pas faire plus iconique ni plus terrifiant. C'est l'affaire du Dahlia noir. Et je te le dis tout de suite, c'est une histoire qui sent le tabac froid, le parfum bon marché et le sang séché. C'est l'histoire qui a brisé l'innocence d'Hollywood. Avant le Dahlia, Los Angeles c'était le rêve. Après, c'est devenu un cauchemar en Technicolor. C'est exactement ça. Alors plantons le décor. Nous sommes le 15 janvier 1947. Il fait froid ce matin-là à Los Angeles. On est dans le quartier de Leimer Park, qui est à l'époque un projet immobilier un peu en développement. Il y a des terrains vagues, des herbes hautes. Et vers 10h du matin, une femme au foyer nommée Betty Bersinger se promène avec sa petite fille de 3 ans. Oui, elle marche le long de Norton Avenue. C'est une rue assez banale. Et soudain, elle voit quelque chose dans l'herbe, à quelques mètres du trottoir. Au début, son cerveau refuse de comprendre ce qu'il voit. Elle pense sincèrement que c'est un mannequin de vitrine cassée. Tu sais, ces mannequins en plâtre très pâles qu'on voyait dans les grands magasins des années 40. C'est ce détail qui me glace le sang à chaque fois. Pourquoi un mannequin ? Parce que la peau était d'une blancheur absolument surnaturelle. C'est là que l'horreur commence, Sarah. Ce n'était pas un mannequin. C'était le corps d'Elizabeth Short, une jeune femme de 22 ans. Et si Betty Bersinger a cru à un objet, c'est parce que le corps avait été totalement, et je dis bien totalement, vidé de son sang. Pas une goutte ne restait, ce qui donne cette teinte de porcelaine ou de marbre. Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est malheureusement pas tout. Quand la police arrive sur place, le premier policier, Frank Perkins, manque de s'évanouir. Le corps a été sectionné en 2 morceaux distincts au niveau de la taille. On appelle ça une hémicorporectomie dans le jargon médical. Et attention, on ne parle pas d'un acte barbare fait à la hache ou à la scie rouillée dans la panique. La coupure était d'une précision chirurgicale effrayante. Elle passait exactement entre la 2e et la 3e vertèbre lombaire. Les intestins avaient été retirés proprement et placés sous les fesses de la victime. Le corps avait été lavé, frotté, récuré avant d'être déposé là. C'est une mise en scène macabre. Le tueur a pris le temps de poser les 2 moitiés du corps. Les jambes étaient écartées, les bras levés au-dessus de la tête, coudés à angle droit. C'est d'une perversité absolue. On a l'impression que le tueur voulait en faire une œuvre d'art grotesque. C'est exactement le terme, une œuvre d'art. Et le détail qui va hanter les enquêteurs et le public pour toujours, c'est ce qu'on a trouvé sur son visage. Le tueur avait pris un couteau et avait tailladé les joues d'Elizabeth, des commissures des lèvres jusqu'aux oreilles. Le fameux sourire de l'ange, ou le sourire de Glasgow. Oui, il lui a sculpté un sourire permanent, un sourire de clown triste et sanglant. Imagine le contraste, Sarah, ce corps blanc comme de la craie, coupé en 2, posé dans l'herbe déserte de Los Angeles, avec ce sourire horrible taillé sur le visage. C'est une image qui ne s'efface jamais une fois qu'on l'a vue. Et pourtant, derrière ce corps mutilé, il y avait une jeune femme, Elizabeth Short. On a tendance à l'oublier, à ne voir que le Dahlia noir. Mais qui était Betty, comme ses amis l'appelaient ? C'était l'archétype de la fille perdue. Elizabeth Short venait du Massachusetts. Elle avait la peau très pâle, les yeux bleus et une chevelure noire de jet qu'elle aimait orner de fleurs. Elle a débarqué en Californie comme des milliers d'autres filles à l'époque, avec des rêves de cinéma plein la tête. Mais la réalité était beaucoup moins glamour. Elle n'a jamais vraiment tourné dans des films, n'est-ce pas ? Non, jamais. Elle gravitait autour des studios. Elle traînait dans les bars où les producteurs allaient boire, comme le Bordners ou le Formosa Café. Elle vivait au jour le jour, souvent sans adresse fixe. Elle dormait chez des copines, dans des hôtels miteux. Parfois, elle sortait avec des hommes juste pour avoir un repas chaud. C'était une vie de précarité, dissimulée sous une couche de fond de teint et de belles robes noires. D'où vient ce surnom d'ailleurs, le Dahlia noir ? C'est la presse qui l'a inventé ? C'est un mélange de rumeurs et de culture pop. À l'époque, il y avait un film noir très populaire au cinéma qui s'appelait Le Dahlia bleu, avec Veronica Lake. Comme Elizabeth s'habillait toujours en noir, portait de la dentelle noire et avait cette chevelure sombre, les habitués de la pharmacie de Long Beach où elle traînait ont commencé à l'appeler le Dahlia noir. La presse a adoré le surnom. Ça vendait du papier. Ça transformait une vagabonde triste en femme fatale mystérieuse. Et c'est là que l'enquête devient un cirque médiatique. Parce que le tueur ne s'est pas contenté de déposer le corps. Il a joué avec la police. Ah oui, c'est le premier tueur troll de l'histoire moderne, si tu veux. Quelques jours après la découverte du corps, le Los Angeles Examiner, un journal local, reçoit une enveloppe. L'adresse est composée de lettres découpées dans des magazines, comme dans les films. À l'intérieur, il y a les effets personnels d'Elizabeth, son certificat de naissance, des cartes de visite, des photos et un carnet d'adresses avec le nom d'un certain Mark Hanson sur la couverture. Le tueur a pris le temps de nettoyer ces objets à l'essence pour effacer les empreintes digitales, c'est ça ? Exactement. Il nargue la police. Il dit « Je suis là, je vous regarde et vous ne m'attraperez jamais ». L'enquête a piétiné parce qu'il y avait trop de pistes et en même temps aucune preuve concrète.
on a interrogé des centaines d'hommes. Il y a eu plus de 50 personnes qui ont avoué le meurtre, des mythomanes qui voulaient leur quart d'heure de gloire. Mais parlons du suspect qui revient tout le temps aujourd'hui. Celui que beaucoup d'experts modernes, dont son propre fils, considèrent comme le coupable idéal. Le docteur George Odell. George Odell, un personnage fascinant et terrifiant. C'était un médecin brillant, un chirurgien, avec un QI très élevé, mais c'était aussi un homme profondément dérangeant. Il vivait dans une maison incroyable, la Sodden House, qui ressemble à un temple maya au milieu de Hollywood. Il organisait des soirées, disons, très libertines, des orgies, où le tout Hollywood se mélangeait avec la pègre et les artistes. Pourquoi lui plus qu'un autre? Pour la précision chirurgicale de la découpe du corps, Sarah. Je te l'ai dit, l'hémicorporectomie, ça ne s'improvise pas. Odell était chirurgien. Il savait exactement où couper pour ne pas briser l'os, mais passer entre les vertèbres. Et puis, il y a cette histoire de Man Ray, le photographe surréaliste. Odell était ami avec lui. Certaines photos de Man Ray, comme le Minotaure ou les Amoureux, montrent des corps sectionnés ou des lèvres flottantes qui rappellent étrangement la mise en scène du meurtre. Comme si le meurtre était une œuvre d'art grotesque. C'est exactement le terme, une œuvre d'art. Et le plus fou, c'est que la police le surveillait. Ils avaient mis des micros chez lui en 1950 pour une autre affaire d'inceste. Et sur les enregistrements, on entend Odell dire à un visiteur, je cite de mémoire, « Supposons que j'ai tué le Dahlia noir. Ils ne peuvent pas le prouver maintenant. Ils ne peuvent plus parler à ma secrétaire car elle est morte. » C'est un aveu quasi explicite. C'est glaçant. Mais Odell avait des amis très haut placés dans la police de Los Angeles. Le dossier a mystérieusement disparu. Ou du moins, les charges n'ont jamais été retenues. Il a fui aux Philippines et il a vécu sa vie tranquillement jusqu'à 91 ans. C'est frustrant. C'est terriblement frustrant de se dire que cet homme a probablement découpé une jeune femme en deux et qu'il est mort de vieillesse dans son lit. C'est ce qui fait que cette affaire nous hante encore. Il n'y a pas de justice pour Elizabeth Short. Elle est devenue un fantôme d'Hollywood. Parlons justement de cet héritage. Pourquoi, 75 ans plus tard, on est encore là à en parler? Pourquoi cette affaire fascine plus que Ted Bundy ou Jack l'Éventreur? Je pense que c'est le contraste visuel et symbolique. Le Dahlia noir, c'est la face cachée du rêve américain. D'un côté, tu as les palmiers, le soleil, le cinéma. De l'autre, tu as ce corps mutilé, ce sourire grotesque. C'est la métaphore parfaite de Los Angeles. Une ville magnifique qui peut te dévorer et te recracher en morceaux. C'est une histoire de solitude urbaine aussi. Le fait qu'elle ait disparu pendant une semaine. La fameuse semaine manquante entre le moment où on l'a vue vivante et la découverte du corps. Et que personne ne la cherchait. Oui, personne n'a signalé sa disparition avant qu'on ne trouve le cadavre. C'est ça la vraie tragédie. Elle était entourée de monde, mais elle était totalement seule. Le tueur a profité de cette solitude. Il a vu une proie facile, une rêveuse sans défense. Merci Thomas pour cette plongée dans l'abîme. L'affaire reste officiellement non résolue. Un cold case éternel, même si l'ombre du Dr Odell plane lourdement. Merci Sarah. Et n'oubliez pas, si vous passez à Leimer Park, ayez une pensée pour Betty. Pas pour le Dahlia, mais pour Betty. À très vite pour une nouvelle enquête.